Je vais donc passer maintenant la parole à Fanny Delacroix de l'EPA Orsa, qui va commencer à vous présenter l'opération de renaturation des berges de Hyères et de restructuration de la zone humide à Villeneuve-Saint-Georges. Merci Laurence. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc Fanny Delacroix, EPA Orsa, Grand Paris Aménagement. Je suis directrice de projet chez Grand Paris Aménagement et je travaille sur le pilotage de l'opération des berges de Lierre. Donc je vais vous présenter avec Bruno Garneron de Champs Libre cette opération. Donc je vais vous présenter un peu le contexte de l'opération, comment on intervient, comment cette opération est montée dans ses grands principes. Évidemment, on pourra répondre plus dans le détail si vous avez davantage de questions. Et puis après, Bruno présentera, lui, dans le détail, l'étude écologique et paysagère qui est en cours sur l'opération. Donc, étude qui a été engagée en 2020 et qui est formalisée par Bruno et son équipe. Il vous présentera ça. Alors, Bruno, tu peux, je pense, passer à la slide suivante. Alors, l'opération des berges de Lierre, donc peut-être pour vous situer un peu ce quartier Belle-Place-Blandin, donc il y a un quartier de Villeneuve-Saint-Georges, donc Villeneuve-Saint-Georges, pour rappel, dans le 94. On est sur un secteur un peu particulier de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, puisqu'on est en bout de commune, on est aussi à la limite du département, à la limite du 91, pardon, et avec un quartier qui est vraiment un quartier finalement assez enclavé par rapport au reste du territoire communal et à son environnement, puisqu'on est sur un quartier qui est à la fois coincé par le système routier avec la présence de la RN6, également à l'est par Lierre, donc qui est bordé par Lierre, d'où ce problème d'inondation que je vais évoquer, et qui est aussi bordé à l'ouest et au sud par les voies ferrées qui sont en surplomb du quartier. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point aussi qui est caractéristique de sa situation géographique d'enclavement, peut-être Bruno, tu peux rester pour l'instant sur la première slide, c'est aussi qu'on est sur un quartier où il y a peu d'accès. On a finalement un quartier qui a un maillage assez classique, mais avec un accès uniquement sur la partie nord du quartier, au niveau à peu près de la confluence entre la Seine et Lierre, et puis une sortie assez confidentielle du quartier qui est possible tout au bout du quartier en passant sous les voies ferrées. Donc on est dans un système, un quartier qui est résidentiel, très enclavé de Villeneuve-Saint-Georges, d'une superficie d'un peu plus de 40 hectares et qui est habité par un peu plus de 1200 habitants. Voilà, donc tu peux passer à la slide suivante. Une autre problématique de ce quartier, et c'est pour ça qu'il est sous notre direction. Donc, moi, à l'EPA Orsa Grand Paris Aménagement, j'appartiens à la direction de l'habitat privé dégradé, donc une direction qui intervient sur des opérations pour lesquelles le fait générateur de l'opération, ou en tout cas une problématique majeure de l'opération, est le traitement de la problématique d'habitat privé dégradé. Donc, on est justement sur cette problématique-là. Donc, je le disais, un quartier résidentiel, un quartier qui s'est construit finalement sur un ancien lotissement qui s'est étendu, qui s'est construit pas vraiment et pas toujours sur des permis de construire. Donc, on est clairement sur un secteur en bordure d'Hyères, sur un secteur qui est clairement inondable depuis des années. Hein, c'est pas une nouveauté. Et on est sur un quartier d'habitat social, d'habitat à caractère social, pas de logement social, qui est assez important, avec notamment des situations de mal logement qui sont connues par les services de l'État, par les services de la collectivité depuis des années, avec des situations de caravanes, de location de caravanes, voire de chambres dans la caravane à la nuit, avec une situation assez complexe socialement sur le secteur. Alors, ça ne fait pas tout le quartier, parce que vous avez aussi quelques belles meulières sur ce quartier, et notamment sur sa partie plus haute, mais sur la partie en bordure de Lierre, à la fois avec les situations d'inondation qui se sont répétées, mais aussi par rapport à ces constructions finalement qui n'étaient pas tout à fait légales, s'est construit un quartier où on a une problématique d'habitat d'indignité et d'insalubrité qui est assez forte. Et donc une intervention qui est aussi spécifique et une intervention qui est aussi qui a une vocation sociale qui est assez forte sur ce projet de renaturation. Tu peux passer, Bruno, s'il te plaît.
On entre par la thématique eau, puisque c'est évidemment la thématique centrale de cette soirée, mais aussi de cette intervention. Donc nous, l'intervention sur ce quartier, donc il a fait parler de lui pour différentes situations de crue, évidemment beaucoup en 2018 parce qu'on a eu 2 morts et donc une médiatisation assez importante de la situation d'inondation. Donc on est sur un quartier qui est une zone de débordement à la fois de la Seine et de l'Yerre, avec des crues importantes. Il y a eu des crues notamment cette année qui ont nécessité l'évacuation du quartier et l'évacuation pour l'installation en gymnase gérée par la collectivité des habitants du quartier. Il y a une double problématique d'inondation. D'une part, on est pour partie, vous le voyez sur la carte, en zone rouge du PPRI. Alors là, ce n'est pas tout à fait le PPRI, c'est les hauteurs d'eau. Ça, c'est un élément assez important, mais on est en zone rouge et orange du PPRI, à savoir que le PPRI ici, comme beaucoup en Île-de-France, est assez ancien et nécessiterait aujourd'hui une mise à jour pour correspondre à la réalité des crues. Vous allez le voir, toute la négociation sur les définitions du périmètre, parce que la question est sur quel périmètre finalement il était nécessaire d'intervenir et sur quel périmètre on se donnait la possibilité, qui est un travail assez fort, de se dire qu'on est sur un quartier qui aujourd'hui doit être démoli à 100% et sur lesquels on est sur un projet de renaturation, donc où on va être sur un quartier qui va être paysager sans la présence de construction, qui ne sera plus un quartier résidentiel, en tout cas pour partie. Donc il y a eu tout un travail mené en amont par la collectivité et l'EPT sur la définition du périmètre d'intervention et tout un travail justement de mesure de hauteur d'eau. Deux éléments ont permis, je présenterai après le périmètre en tant que tel, mais 2 éléments ont permis de définir le périmètre d'intervention. C'était d'une part, évidemment, le caractère inondable de la parcelle et de l'habitation, mais également l'accessibilité à cette parcelle en situation de crue, parce qu'en situation de crue, quand bien même sa maison n'est pas inondée, si on est en incapacité de sortir de sa maison pour rejoindre un abri sûr, à ce moment-là, on n'était pas en capacité de maintenir aussi ce secteur-là. D'où le phasage, la distinction d'un périmètre qui s'est construit avec les partenaires et avec les services de l'État sur toute l'année 2018. L'objectif, à travers l'intervention de l'EPA Orsa et des collectivités, c'est de réduire la vulnérabilité évidemment du quartier au risque inondation et vous l'avez compris, de déconstruire ce quartier aujourd'hui résidentiel pour laisser la place à la rivière et à la zone d'expansion de crue de l'Yerre. Tu peux passer, Bruno, s'il te plaît. Ce qui est important à avoir en tête, effectivement, c'est l'insertion de ce projet dans un projet global. C'est aussi justifier de l'intérêt de ce projet, parce qu'on est quand même, et il faut l'avoir en tête, pour nous, EPA Orsa, dans un projet d'acquisition foncière. Et qui dit acquisition foncière, dit mise en œuvre d'expropriation. Donc, c'est quelque chose d'assez fort à porter pour les collectivités, assez fort à porter pour les services de l'État et pour notre établissement. Donc, on est dans un projet qui s'insère dans une démarche d'ensemble. Donc, on est à la fois sur un espace naturel sensible qui est aujourd'hui pour partie classé en N. L'objectif du projet, c'est d'étendre cet espace naturel sensible, un espace naturel qui s'étend tout au long des berges de l'Yerre. On est aussi sur un site classé, la vallée de l'Yerre, donc classé patrimoine, donc c'est pour son caractère bucolique que le site est aujourd'hui classé, donc c'est aussi un élément important. On est sur une vallée, donc une intervention d'un syndicat de rivière, le SIAGE, mais aussi de l'Agence de l'eau, qui a un projet de restauration de la continuité écologique. Donc nous, EPA Orsa, on est maître d'ouvrage de l'opération des berges, mais et là Bruno en parlera plus largement, on est aussi sur un projet de restauration de la continuité écologique à l'échelle de la rivière en tant que telle, au-delà de notre intervention sur les berges. Donc finalement, on a 2 projets qui doivent se concilier, une intervention sur les berges et un projet d'aménagement paysager sur les berges, et un projet de restauration de la continuité écologique sur la rivière en tant que telle, avec l'arasement plus ou moins partiel. Les choses sont en train de se dessiner, des ouvrages qui font aujourd'hui rupture pour cette continuité écologique. Autre point important, voilà, oui, c'est bien. Les ambitions du projet. Donc, je l'ai dit, évidemment, une ambition première est de protéger les habitants des aléas de la rivière et du risque inondation et de réduire la vulnérabilité des habitants en zone inondable.
L'idée derrière, c'est pouvoir finalement laisser cette rivière déborder, car elle déborde et elle débordera. Et donc, l'idée, c'est de rester dans cette logique-là. À travers ça, c'est aussi de poursuivre cette logique de restauration de la continuité écologique qui est menée par le SIAG, mais de pouvoir aussi l'étendre finalement au-delà de la rivière en tant que telle, mais de l'étendre aux berges et d'avoir un projet global, de passer d'un projet de restauration de continuité écologique à côté d'un projet de finalement de réduction de la zone, enfin de réduction du risque inondation, et d'avoir un projet d'ensemble d'espace naturel de la vallée d'Hyères. L'idée qui est beaucoup portée par notre urbaniste, c'est de révéler ce paysage de vallée, de retrouver ce paysage de vallée, et de travailler, vous l'avez vu sur la carte précédente, dans une échelle d'ensemble et de respecter le schéma directeur de la liaison verte de la vallée, et de bien s'inscrire dans cette démarche. Évidemment, à travers ça, il y a tout un travail qu'on engage d'un point de vue réglementaire de sensibilisation de la population, de les informer du risque inondation. C'est aussi les faire adhérer au projet, parce que je le disais, hein, c'est un projet d'acquisition, et donc il y a tout un travail important d'adhésion au projet. C'est aussi un projet d'expropriation, donc vous l'imaginez bien, il y a tout un processus réglementaire de concertation autour de ce projet. Et puis finalement, c'est aussi initier le renouvellement urbain de ce secteur-là. On est sur Villeneuve-Saint-Georges, sur une ville qui a beaucoup de projets de renouvellement urbain. C'est aussi la difficulté de mener ce projet, parce que c'est un projet de plus pour la collectivité, une collectivité qui a tout son centre-ville, qui est à toute proximité, qui tente de se renouveler à travers un PNR cadre qui est en œuvre depuis plusieurs années maintenant. Et donc, il y a tout un travail aussi sur ce secteur, d'enclencher une nouvelle dynamique et d'avoir une nouvelle attractivité d'un secteur qui sera à présent un secteur naturel. Tu peux passer, Bruno, s'il te plaît. Alors, je l'évoquais, il y a un phasage de l'opération. Donc là, vous avez le périmètre de l'opération de renaturation des berges de Lierre. Cette opération, aujourd'hui, elle est divisée en 2 phases. Une phase 1, que vous voyez en bleu, et une phase 2 en rouge. La phase 1, donc ces deux secteurs, au regard du travail qui a été mené pour la définition des hauteurs d'eau, du niveau d'inondation, etc., ces 2 secteurs sont considérés comme des zones d'expansion de crue de la rivière, cependant pas au même titre. Sur la phase 1, on est sur une logique de zone humide, alors pas forcément réglementaire, je ne sais pas si on rentrera dans ce détail, mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler sur une zone humide, la restauration d'une zone humide sur cette phase 1. Et ça a beaucoup d'implications, parce que qui dit zone humide dit financement, et financement notamment de l'Agence de l'eau. Sur la phase 2, on est sur la zone d'expansion de crue de la Haute-Plaine, et c'est un projet qui à ce jour n'est pas financé. Nous, aujourd'hui, EPA Orsa, on a engagé des études pour cette phase 2. Ça a toute son importance, parce que je l'évoquais en introduction et en présentation du contexte de la rivière. On est sur un secteur enclavé. Vous imaginez bien que si on traite la zone 1 sans traiter la zone 2, qui reste une zone inondable, qui reste soumise aux inondations, qui reste aussi celle sur lesquelles la problématique d'habitat dégradé est la plus importante, on crée un secteur vraiment problématique. Donc la volonté de l'EPA Orsa, c'est évidemment d'intervenir sur ces 2 phases. Aujourd'hui, des études sont lancées sur la phase 2 pour travailler sur la problématique d'habitat privé, d'habitat indigne, et de traiter cette phase-là et de financer, parce que c'est évidemment là le nerf de la guerre, de financer cette phase-là à travers le traitement de l'habitat indigne et de l'habitat dégradé plus globalement. Pour parler un peu chiffres, donc sur cette opération, on a 40 millions d'euros, cette opération, donc 39 millions exactement. Une bonne partie est financée par l'Agence de l'eau, qui finance à hauteur de 15 millions l'opération, donc c'est évidemment un financeur principal. Cette opération, elle est financée aujourd'hui à 100%, ça c'est un élément principal. Donc ça veut aussi dire que nous, EPA Orsa, on est beaucoup liés au financement, qu'il y a tout un cadre d'intervention, tout un cadre de financement. C'est une opération qui est très lourde, parce que chaque intervention a son financement un peu différent. Donc elle a fait l'objet d'une convention cadre qui a été signée en novembre 2019 et qui permet d'établir pour chacune des opérations le financement. Ah oui, c'est défini sur cette slide-là. Est-ce que tu peux juste revenir sur les chiffres, parce que je les ai malheureusement pas tous en tête?
Voilà, peut-être juste pour préciser, donc on est sur le périmètre, on est sur 12 hectares de projets de renaturation et donc 174 parcelles à acquérir, sachant que notamment sur la phase 1, des démarches d'acquisition avaient déjà été bien avancées par la collectivité. Donc on est aujourd'hui sur des démarches d'acquisition qui sont déjà bien avancées et nous, EPA Orsa, on prend la suite. Voilà, tu peux partir sur le partenariat, Bruno, s'il te plaît, merci. Donc, je l'évoquais, beaucoup de partenaires parce qu'un projet à financer à 100 parce qu'on n'a pas, nous, EPA Orsa, Grand Paris Aménagement, on a l'habitude d'aménager puis de revendre des charges foncières. Là, ce n'est pas tout à fait le système. Donc, nous, on a la charge des études préop, du pilotage de l'opération. On accompagne aussi la collectivité dans les processus d'accompagnement social et de relogement, ce qui n'est pas une mince affaire parce que c'est une problématique assez lourde. Et je l'évoquais, une collectivité qui a beaucoup de projets de renouvellement urbain, donc beaucoup de démarches de relogement. Et vous l'imaginez, assez tendue sur sa demande en logement social sur le territoire de Villeneuve-Saint-Georges. On a donc l'intervention sur l'acquisition des parcelles et on fait tous les travaux de démolition du bâti. Et c'est notamment un des points sur lesquels on travaille avec l'équipe de Bruno sur comment mener des démolitions correctement en mettant en place des démarches de réemploi, de revalorisation des matériaux. Pour ce qui est de l'intervention et de la réalisation des travaux en tant que tels, ils seront menés par le SIAG, par le syndicat de rivière, qui est délégataire de la compétence GEMAPI et qui réalisera les travaux une fois définis conjointement ensemble. À terme, le foncier sera cédé à l'EPT, qui sera propriétaire final du foncier une fois renaturé. Voilà, le SIAG, lui, a toutes les études de maîtrise d'œuvre, ayant la maîtrise d'œuvre à sa charge. Donc, je l'évoquais, un projet partenarial. Donc, derrière les financeurs, vous avez évidemment les collectivités, EPT et villes, la métropole du Grand Paris, le département au titre de l'extension de l'espace naturel sensible, l'agence de l'eau, qui est le principal financeur, je l'évoquais, la région qui finance également, donc hors convention, ce qui n'est pas pour faciliter la gestion des subventions, mais un classique avec la région Île-de-France, et le SIAG qui intervient également sur fonds propres, comme il peut le faire sur tout le long du Lierre. Alors, les missions de l'étude paysagère. Donc nous, EPA Orsa, on a engagé un certain nombre d'études, un certain nombre de marchés pour définir l'intervention opérationnelle telle qu'elle va être menée par le SIAG et pour également mener les procédures réglementaires. Comme je le disais, on est dans une opération d'aménagement, donc un certain nombre de procédures réglementaires doivent être menées. On a engagé donc Champ Libre qui présentera le groupement qui est mandataire de son groupement pour mener une mission ensemblière à la fois d'un travail paysager et un travail écologique, l'idée étant de définir le plan d'aménagement qui sera mis en place au regard des ambitions qui sont à la fois portées par l'Agence de l'eau et par l'ensemble des partenaires, et vous l'avez compris, qui sont l'idée aussi à travers la définition du projet, et c'est là toute la contrainte pour nous, maîtrise d'ouvrage, c'est qu'étant à 100% subventionné, on doit rentrer dans le cadre de ces subventions et donc satisfaire les cadres de subvention de chacun des 6 financeurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, pour ce qui est des missions qui sont menées par le groupement, nous avons une première mission de diagnostic écologique et d'études FUNFLEUR. Donc là, on est aussi dans les démarches réglementaires d'études d'impact et pour satisfaire les exigences des services de l'État. On a tout un travail de diagnostic qui a été mené paysager et technique pour définir les enjeux paysagers et les orientations d'aménagement. On est actuellement dans la 3e mission, donc l'approfondissement du projet. On vient de la mettre en œuvre parce qu'il y avait tout un travail de coordination qui était nécessaire avec le SIAG pour son travail sur la rivière et définir conjointement les niveaux d'eau au regard du travail d'aménagement de la rivière qui va être réalisé. Donc ça, Bruno en parlera dans les détails. Et on a à travers ça une mission aussi de réemploi. Donc je l'évoquais, comment travailler sur le réemploi des matériaux issus de la démolition. Et enfin, une 3e mission de concertation. Donc, c'est à la fois évidemment pour satisfaire les exigences réglementaires de la procédure, d'une procédure d'aménagement, mais c'est aussi la volonté portée par le PA-ORSA qui accompagne les collectivités de concerter sur ce projet, à la fois parce que il y a tout un travail d'adhésion et puis c'est pas forcément évident pour tous les propriétaires de devoir vendre leur maison parce que certains, par exemple, ont fait beaucoup de travaux à l'issue des inondations, donc ce n'est pas toujours facile.
Donc, il y a ce premier travail-là de proximité avec les habitants du quartier. Puis, il y a un travail de concertation qu'on envisage plus largement de mener à l'échelle du quartier, Belle-Place-Blandin, voire à l'échelle de la ville, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir un espace aménagé à destination des habitants et un espace finalement de lien avec la rivière qu'aujourd'hui on a peu, puisque au-delà des habitants du quartier, finalement, peu de personnes mettent les pieds sur ce territoire-là, enfin sur cette partie du territoire de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Alors, pour mener à bien ces missions, Champs Libre, mandataire du groupement, eh bien, a réuni une équipe pluridisciplinaire. Alors, peut-être en introduction, je vais me présenter. Je suis Bruno Garneron, je suis paysagiste urbaniste ou urbaniste paysagiste en fonction des sujets. Je suis le dirigeant fondateur de l'agence de paysage Champs Libre. Et donc, nous avons réuni autour de nous une équipe de partenaires avec qui nous avons une grande habitude de travail sur de nombreuses thématiques que vous voyez rassemblées là dans cet organigramme. Tout d'abord, le bureau d'études en environnement transfert, qui s'occupe du volet biodiversité, et notamment la programmation écologique. J'aurai l'occasion de revenir dessus, de définir ce que ça veut dire. Mais aussi un gros volet valorisation des matériaux et des produits issus des démolitions. Et je ferai également un zoom là-dessus. Transfert est accompagné du bureau d'études en environnement Ecogé, qui est naturaliste de terrain, qui réalise les inventaires, notamment au travers de sa directrice Nathalie Collier. Ensuite, on a le bureau d'études VRD et Rivière, Ingetech, qui est un bureau d'études généraliste spécialisé sur l'hydromorphologie et également sur l'aménagement urbain. Et ces deux compétences sont vraiment nécessaires dans cette opération, parce qu'il y a un vrai volet restauration de zones humides et restauration des continuités hydrauliques, mais d'où la nécessaire modélisation hydraulique, qui est une compétence très spécifique, mais aussi un fort volet ingénierie urbaine lié à la déconnexion des réseaux, à l'estimation des volumes de terrassement, au projet de terrassement, etc., etc. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Et enfin, le bureau d'études spécialisé en agropédologie et d'une façon plus générale sur les sols, le bureau d'études sol-paysage, qui a la mission sur la valorisation des sols, donc à travers comment reconstituer des sols de zones humides, comment reconstituer des sols fertiles à partir de matériaux inertes, de démolition par exemple, comment gérer les sols in situ ou ex situ, et comment peut-être gérer des sols pollués selon les conclusions que l'on attend des expertises complémentaires, des investigations complémentaires. Et donc, ce groupement, aujourd'hui, on en est à la définition du projet. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les principaux éléments de diagnostic, d'enjeux, et les orientations qui ont été partagées avec le comité de pilotage et que je soumettrai à votre sagacité dans le débat. Donc l'ambition du projet a été précisée. Il s'agit de restaurer les caractéristiques physiques et morphologiques originelles de la rivière. En fait, ce quartier Belle-Place-Blandin, il a été récemment, c'est un quartier historique. Il y a le château de Belle-Place, qui est sur les cartes de chasse du roi au XVIIIe siècle, qui est un château noyé au milieu de prés, de vergers, avec une très faible urbanisation, surtout repoussée sur la limite ouest du site, quelques hameaux et des moulins. Que vous voyez en rouge, le moulin de Senlis, et là, ici sur l'île, il y a le moulin de Villeneuve également. Donc c'est au début du XXe siècle, à peu près vers 1920, que l'habitat pavillonnaire a commencé à gagner vers l'est. Et ce n'est qu'au cours de la moitié du XXe siècle que les maisons ont été construites au bord de Lierre. Et donc, comme on l'a vu, sans permis de construire, pas toujours sans réseau au début, etc., etc. Un des grands principes, c'est révéler donc ce paysage qui est disparu, qui a été avalé par l'urbanisation et qui est donc totalement imperceptible en fait dans un environnement très urbanisé
très dense en dépit de ce caractère pavillonnaire. Avec un point aussi important, c'est de mettre à jour le Rudoli, qui est la petite rivière canalisée que l'on voit ici en pointillé, qui va nous permettre de rendre aussi fonctionnelles ces zones humides, puisque pour qu'une zone humide fonctionne, il faut qu'elle soit alimentée en eau, soit par un cours d'eau, soit par remontée de nappe, soit par débordement régulier. Et l'ensemble a comme vocation de restaurer des habitats naturels, favoriser le développement de la biodiversité. Et vous remarquerez que les questions d'usage ne sont pas abordées à ce stade-là. On aura l'occasion de revenir. Il s'agit de créer 12 hectares d'espace naturel en plus dans la métropole du Grand Paris, à 30 minutes de Paris par le RERD, et à 600 mètres du centre ancien de Villeneuve-Saint-Georges, qui, comme l'a précisé Fanny, fait l'objet d'une importante opération de rénovation de l'habitat ancien dégradé et ambitieuse opération. On est dans un contexte d'une ville avec forts indicateurs de pauvreté, mais pas seulement, aussi les coteaux en face du quartier Belleplace-Dantin accueillent de l'habitat pavillonnaire très recherché qui cote bien sur le marché de l'immobilier. Et donc, si vous faites abstraction du fond de plan, du fond de cette image, du fond de perspective de cette image avec ces roselières, en fait, si vous regardez que le premier plan, in fine, le projet de restauration et de déconstruction du quartier Belleplace-Blandin, il doit donner cette image-là de prairies inondables, puisque en réalité, ces espaces-là sont des espaces planaires où l'eau divague librement lorsqu'il y a une crue de la Seine et que donc du coup le débit de Lierre est ralenti et donc ça déborde en aval, puisque la principale raison d'inondation du quartier Belleplace est liée aux remontées de crues de la Seine. Il existe aussi des crues hivernales de Lierre, mais qui sont plus ponctuelles et moins importantes. Quelques chiffres encore pour vous expliquer l'ampleur de ce projet qui est un des plus grands projets de déconstruction, désurbanisation et restauration de zones humides de France, un des plus ambitieux. On a parlé de 39 millions d'euros. On a parlé de fait de restaurer les zones humides et donc de décaisser pour retrouver les horizons originels, puisqu'il y a eu des remblais successifs qui ont permis de remonter le terrain et de construire. Et donc, si on fait un décaissement moyen de 1 mètre, tel qu'il a été projeté lors des premières études opérationnelles, on est sur 59 millions de mètres cubes, 59 000 mètres cubes de terre décaissée, ce qui est considérable donc sur la phase 1 et la phase 2. La déconstruction des 150 parcelles restantes à démolir génère 106 000 tonnes de matériaux pondéreux, mais également des équipements techniques tels que des équipements sanitaires, de l'électricité, du cuivre, des sanitaires et des plomberies, etc., etc. On a une complexité également liée à ce découpage en phases et à cette acquisition au fil de l'eau, si je puis m'exprimer ainsi, qui fait que les 8,5 hectares de la phase 1, en fait, il faut les penser par petits tronçons successifs pour éviter les gestions d'attente, pour éviter des paysages transitoires, ou alors assumer, on n'en a pas encore décidé de la bonne stratégie, il faut que la partager avec le comité de pilotage, ou encore assumer justement une des gestions de ce paysage transitoire. Puis on est également sur 1,3 km de berge, seulement sur une rive, sur la rive est, le double si on prend la rive, seulement sur une rive, la rive ouest, le double si on prend la rive est. Alors notre approche de diagnostic et qui anime l'ensemble de la réflexion consiste à valoriser les ressources. Alors ça peut paraître comme une lapalissade et puis une pirouette intellectuelle, mais pas du tout. Je pense que depuis que j'ai commencé à exercer ce métier, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce que je dois révéler? Et cette étude est l'occasion donc de parler de quelles sont les ressources de ces territoires.
Alors, on en a identifié 4. Les ressources paysagères, d'abord, qui sont ce que l'on voit aujourd'hui et ce que l'on verra demain. Et donc ça, c'est lié à ce que l'on peut révéler en tant que paysagiste. C'est ce paysage de vallée qu'on peut révéler. Mais aussi ce que l'on a vu. Et on verra que en fait, cette vallée de Lierre, si elle est protégée au titre de site classé, ce n'est pas pour rien. Des ressources naturelles liées au fait qu'il y a une fonctionnalité à ce territoire, il y a des êtres vivants non humains qui vivent sur ces 12 hectares. Ce sont tout un cortège de floristique et faunistique. Ce sont des ressources matérielles liées aux produits de démolition, mais aussi des ressources biologiques, puisque lorsque l'on va décaisser, il va falloir faire de l'arrachage de plantes. Eh bien, ces ressources, c'est aussi des ressources biologiques qu'on peut réemployer dans l'opération. Enfin, c'est les ressources urbaines liées aux aménités d'usage que l'on peut offrir, qui sont déjà existantes ou que l'on peut offrir et qu'on va pérenniser, au foncier, qui est une ressource, clairement, surtout dans un contexte de déconstruction. Et même si ce foncier est dans un marché peu tendu, avec une très faible valeur économique, dans le contexte de la métropole du Grand Paris, c'est une ressource qui a un prix. Et puis, c'est lié aussi, ces ressources urbaines, aux interfaces que l'on peut créer avec la ville. Alors, un territoire de ressources paysagères, je vous le disais, c'est ces vues sur la rivière aussi, une rivière qui, en fait, en dépit de son caractère anthropisé au premier abord, lorsque l'on pénètre à l'intérieur de la rivière, qu'on s'approche de la rivière, eh bien, on n'est pas très loin de retrouver ces qualités paysagères qui ont été dessinées par les peintres impressionnistes au XIXe siècle, et pas simplement du côté de Hyères en amont, mais également même jusqu'au pont de Villeneuve-Saint-Georges. On a des très belles peintures impressionnistes de ces canotiers qui profitent de la rivière, qui pique-niquent au bord de la rivière. Et donc, c'est un paysage culturel, et c'est à ce titre qu'il est protégé au titre de site classé. Cette ressource-là, en fait, c'est un déjà-là qu'il faut révéler. Et la rivière, aujourd'hui, dans sa configuration géométrique, le fait qu'elle dessine, qu'elle méandre légèrement, et qu'à chaque direction de la rivière, il y a aussi un nouveau paysage, un nouveau cadre, soit de très profonds horizons de vision à l'intérieur du couloir de la ripisylve, soit au contraire des petites fenêtres qui découpent des cadres, qui sont vraiment ceux que l'on pourrait imaginer en regardant une peinture du 19e siècle. Eh bien ça, c'est un déjà là, une ressource à valoriser. Ressources urbaines, c'est, je vous ai dit, ce foncier à valoriser avec ces parcelles mutables qui sont en limite immédiate du périmètre d'intervention, qui sont des points d'alerte, des verrous ou au contraire des rotules d'articulation à mobiliser. Et on a sensibilisé le comité de pilotage sur ce sujet. C'est aussi toutes les interfaces, en fait, tout ce qui n'est pas dans notre périmètre d'intervention immédiat, mais qui en fait sont essentiels d'aller chercher, par exemple, la sente qui monte sur le coteau, qui laisse à sa droite le cimetière, l'hôpital, mon Dieu, l'hôpital de Crosne, et qui monte sur le coteau jusqu'au fort de Villeneuve-Saint-Georges et au plateau sportif. Et en fait, il y a 2 pas à faire, il faut franchir la rivière pour emprunter la sente. C'est aussi des aménités d'usage, telles que les postes de pêche, les petits salons d'extérieur improvisés au bord de la rivière, ou un tissu associatif culturel avec la proximité d'une résidence d'artistes et puis d'un conservatoire de musique et à Villeneuve-Saint-Georges qui est assez vivant. Donc ça, ce sont des éléments importants aussi pour la programmation de cet vaste espace naturel que l'on se propose d'aménager. Alors, les ressources naturelles, ça paraît une lapalissade, mais en fait, c'est comme je vous le disais, c'est l'avant-dernière séquence à restaurer sur la vallée de Lierre, puisque la dernière séquence, c'est la confluence, c'est le débouché de la rivière au-delà du pont de Villeneuve-Saint-Georges sur la Seine. Et c'est l'achèvement, donc, le presque achèvement donc, de cette liaison verte mise en œuvre par le syndicat de rivière depuis les années 80. Et c'est la séquence la plus difficile
est aussi la plus importante. Ce qui nous a frappé, c'est qu'en dépit de son caractère très anthropisé, très urbanisé, dégradé, en fait, il y a un vrai potentiel écologique à la rivière. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'on a observé des espèces et des habitats tout à fait caractéristiques des bords de rivières, comme le martin pêcheur. Et s'il y a une présence de martin pêcheur, ça veut dire qu'en fait, c'est une rivière qui a une qualité écologique. Il y a du poisson, il peut se nourrir, il y a des habitats dans lesquels il peut nicher, donc des berges abruptes dans lesquelles il peut faire son trou. Il y a également suffisamment de tranquillité et c'est suffisamment en retrait des zones de fréquentation pour qu'il puisse y prospérer. Mais ces espèces d'habitats aquatiques, ce n'est pas les seuls qu'on a trouvés. Et ça, c'est assez intéressant. Ce que vous voyez là, c'est la base de ce qui va nous servir à nous, paysagistes, qui s'intéressent à l'écologie des paysages. Ça nous sert de cahier des charges. C'est une réflexion sous forme d'espèces cibles qui a été mise en œuvre par notre partenaire Transfert et qui nous dit qu'il y a des milieux aquatiques et humides avec des espèces caractéristiques telles que la bergeronnette du ruisseau, le martin picheur ou une plante de bord de prairies humides telle que la guimauve officinale ou des chauves-souris, les noctules, qui aiment bien aussi chasser en bord de rivière. Eh bien, moi, en tant que paysagiste, chacune de ces espèces, animales ou végétales, constitue un cahier des charges pour moi, puisque le martin pêcheur, par exemple, pour pouvoir prospérer, il a besoin de berges abruptes, il a besoin de poissons. La bajonnerette des ruisseaux, elle va plutôt aimer les fourrés arbustifs denses. La noctule, on va le voir, aime les boisements denses rivulaires, etc., etc. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que, excusez-moi, je reviens sur cette diapo, on a vu aussi que comme c'est un espace urbain anthropisé, avec des friches issues de démolition, avec des terrains vagues, ben on a aussi des espèces caractéristiques de ces friches et terrains vagues. Et là, on vient un peu à l'encontre du cahier des charges de l'Agence de l'eau qui nous dit qu'il faut faire absolument une zone humide, parce que c'est ma clé de financement. Sauf que si je fais uniquement une zone humide, eh bien alors je chasse des espèces qui sont déjà présentes, et donc je génère des besoins en compensation, je porte atteinte à des habitats et des espèces qui aujourd'hui vivent là, tels que le dipeux de turquoise, qui est un petit papillon, ou le lézard des murailles, qui, comme son nom l'indique, aime les murailles et les décombres et les espaces thermophiles tels que les gravats. Le némusien, qui est un autre petit papillon, ou un charmant petit passereau, l'Hippoaïs polyglotte, qui, comme son nom l'indique, chante extrêmement bien. Mais voilà, il aime les friches. On va aussi trouver dans les pavillons des moineaux qui nichent ou une chauve-souris qui aime particulièrement les combles ou les caves, telles que la pipistrelle commune. Donc là, comment on fait puisqu'on démolit tout, donc il va bien falloir faire de la place pour tout le monde. Donc vous voyez, cette démarche par l'écologie du paysage, c'est considérer le vivant non humain dans son entièreté pour pouvoir faire un design écologique et donc créer ce fameux cahier des charges écologiques qui va nous permettre de faire le projet. Alors les principaux enjeux, c'est les enjeux liés à la rivière. Bon, une rivière, ça s'écoule d'amont en aval, et pour que les sédiments s'écoulent librement d'amont en aval, il ne faut pas d'obstacle. Et pour que les poissons remontent de l'aval à l'amont, ce qu'on appelle la montaison piscicole, il ne faut pas d'obstacle. Or, au 18e siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on a installé beaucoup de moulins sur les rivières pour des raisons industrielles, de transformation agricole, produits agricoles. Eh bien, chaque seuil de moulin, chaque bief est un obstacle à la continuité écologique. Et donc, il faut effacer les seuils. Si vous effacez le seuil, vous supprimez les miroirs d'eau qui sont caractéristiques du paysage des moulins, puisque l'eau, d'un coup, il y a un seuil, l'eau est arrêtée, ça fait un miroir,
l'eau est précipitée de l'autre côté, ça fait une conduite forcée, d'où la turbine, d'où la force motrice de l'eau. Sauf que donc, ce miroir d'eau qui est ce qui fait que l'on photographie les moulins, c'est ce paysage de carte postale, c'est ce pourquoi le site classé a été créé, c'est pour protéger aussi ces paysages de carte postale. Donc vous voyez là, il y a une sorte d'antagonisme d'enjeu qui est assez intéressant, puisqu'il faut à la fois concilier le patrimoine bâti et paysager, et à la fois concilier les orientations écologiques qui sont essentielles à la préservation donc de la qualité écologique de ce cours d'eau. Un enjeu lié aussi à la rivière, c'est que quand on décaisse, quand on démolit, eh bien, on trouve des réseaux. Et donc, il y a un énorme travail de dévoiement de réseaux qui est lié aussi à la rivière, et notamment à l'ouverture du Rudoli, qui vient sous l'urbanisation. Et si on exhume ce Rudoli, eh bien, il faut dévoyer aussi des réseaux, puisqu'il a du coup passé au-dessus ou en dedans des réseaux d'assainissement notamment. Donc, d'où les coûts considérables qui sont annoncés, 39 millions en première esquisse. On espère pas plus et on y travaille. Autre enjeu, les enjeux liés au sol. Vous avez vu 59 000 mètres cubes de sol, de terrassement à gérer. Et donc, on voit bien que là, avoir des sols humides, avoir 40 cm de remblai ou 1 mètre de remblai, ben, ce n'est pas le même enjeu. Parce que tout de suite, c'est des millions qui sont en jeu. Et donc, c'était nécessaire à ce stade, même si on est dans une étude préopérationnelle, c'était nécessaire d'attendre d'avoir des sondages complémentaires pour savoir si les origines humides sont à 1,20 m, 1,50 m ou 70 cm. Parce qu'on va caler notre projet en fonction de ça. On va aussi caler notre projet en fonction de si c'est des vrais remblais inexploitables ou si ce sont des remblais terreux que l'on peut réactiver dans un projet de paysage. Et du coup, on ne va peut-être pas décaisser les 12 hectares, on va peut-être faire des îles, on va peut-être faire des creux, des pleins, des bosses. Peut-être que les bosses, on va planter des bosquets d'aulnes dessus, en cordon, le long de la rivière. Voilà. Et donc, on va optimiser aussi par le dessin à la fois le potentiel écologique, mais aussi le projet dans son économie. Puisque pour que ce soit réalisable et pour que ce soit soutenable, il faut optimiser cette gestion des sols. Je vous disais gestion des sols in situ, mais aussi ex situ, parce qu'il en aura des excédents. Donc, où est-ce qu'on va les mettre ? Si c'est des remblais terreux, ça peut être utilisé dans les espaces verts. Si c'est des remblais de mauvaise qualité, ça peut peut-être utilisé dans des fonds de forme. Donc ça, c'est notre partenaire qui va caractériser les terres et va faire des scénarios pour savoir où les mettre en œuvre. Et ça tombe bien, le PA Orsa a quand même et le PT ont une bonne vision des projets d'aménagement urbain à 5, 10, 15, 20 ans pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir recycler ces terres. Troisième volet très important à notre étude, c'est le volet réemploi. Alors, la loi LETC nous oblige les maîtres d'ouvrage publics à avoir une approche de valorisation des ressources et d'économie des matières premières. Et c'est pour ça que, notamment, que le PA Orsa nous a confié ce volet réemploi. Le réemploi, il est, je vous le disais, sur les sols, sur la valorisation des sols, mais il est aussi sur les réemplois des matériaux, des produits de démolition. Et donc là, on est en train d'élaborer ces scénarios, un scénario, puisqu'on a déjà évacué un certain nombre. On est en train d'approfondir un scénario de déconstruction partielle, de mise en sécurité. Donc, déconstruction partielle, on enlève le toit, les fenêtres, on dépose les équipements intérieurs, on met en sécurité le lot, la maison, ou une, 2 ou 3 maisons, et puis on attend le temps d'avoir un volume suffisant à déconstruire, donc pour minimiser les coûts de déconstruction, de démolition et de déconstruction, et de tri in situ. On a également, parce que ça c'est un point qui m'est très cher qui nous est très cher chez Champs Libres dans notre travail, c'est comment tout cet argent public dépensé peut générer de l'emploi.
comment ça peut générer du lien social, comment ça peut générer de l'emploi, comment ça peut générer des boucles vertueuses. Et pas simplement des boucles vertueuses écologiques, mais des boucles vertueuses sociales, socio-économiques. Donc, il y a tout un volet à ce volet de réemploi, aussi un volet social, à travers peut-être la création d'une ressourcerie in situ ou à proximité immédiate, peut-être la création d'une valorisation, de plateformes de valorisation in situ ou à proximité immédiate, ou dans un écosystème de circuits courts, de filières de circuits courts, qui est en cours de réflexion sur le territoire de GPSO, non, GPSOB, pardon, et en cours de réflexion par le PA-ORSA. Donc, on est exactement dans le bon moment où on se dit on va quand même générer pas mal de déchets, et dans un quartier pauvre, et dans un quartier et dans une commune où il y a un vrai enjeu d'insertion par l'emploi. Troisième sujet à peu près marginal dans le volet réemploi, c'est le volet réemploi dans l'aménagement. Donc là, je dis marginal parce que, compte tenu des volumes, ce ne sera vraiment très marginal ce qu'on pourra réemployer dans l'aménagement, et surtout compte tenu de l'objectif de nature de l'aménagement, le volume de ce que l'on pourra recycler in situ serait, à mon sens, un peu faible, mais encore, on doit le travailler avec l'équipe. Ça fait l'objet du travail du mois de juin. On a des enjeux liés aux espèces endogènes patrimoniales, vous le disiez, avec des arbres marquables à préserver, des arbres creux à préserver, donc il y a une vraie sensibilité environnementale en phase travaux, avec une connaissance là justement liée sur les arbres qui est encore assez approximative, puisque l'inventaire nécessite beaucoup d'approfondissement pour passer en opérationnel, mais un vrai sujet lié aux espèces invasives qui nécessite un plan de gestion de la renouée du Japon, notamment, qui couvre plusieurs centaines de mètres carrés, milliers de mètres carrés, le long des berges ou même sur des grands terrains vierges. Je passe sur les enjeux de maîtrise foncière, je vous l'ai dit, ou de périmètre d'opération des marges, je vous en ai parlé. Enfin, des enjeux liés au paysage, d'insertion dans le tissu urbain, c'est-à-dire comment on traite les limites, comment on traite les accès, est-ce que l'on crée de nouveaux accès, comment on s'insère dans une continuité de mode doux, cyclable et piéton, et enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces 12 hectares? Parce qu'en fait, dire qu'il s'agit d'un projet de renaturation, est-ce autoportant comme projet d'aménagement? Est-ce suffisant, particulièrement dans un contexte très urbain, de forte densité, et d'une population qui est peut-être moins sensible à ces questions-là en tant que nature pour nature à préserver que comme nature ou que l'on peut utiliser. Voilà. Donc, on a réalisé des scénarios qui ont été partagés avec le comité de pilotage au mois de février dernier, je crois, janvier, décembre, je ne sais plus. Oui, décembre dernier. Et que je vous partage là aujourd'hui et pour pouvoir un peu peut-être susciter des réactions. Il y a quand même des invariants à notre proposition. On fait tout ça pour augmenter la valeur biodiversité de ce territoire. Et donc, il s'agit bien de composer une mosaïque de milieux avec une forte gradient sur les milieux aquatiques. Et donc, on s'est dit qu'on allait à minima sanctuariser une bande de 30 mètres le long des berges, qui est grosso modo la zone ciblée pour l'espace naturel sensible, qui est aujourd'hui en zone N et qui fait l'objet de la plus grande attention de la part des financeurs. Mais c'est à minima 30 mètres le long des berges. Ça pouvait être beaucoup plus, mais c'est comme pour commencer à discuter, pour dire, bon, si on est bien d'accord avec les 30 mètres, qu'est-ce qu'on fait du reste? Deuxième invariant, le paysage. Donc, restaurer une partie du lit de la rivière, ça veut dire restaurer le profil de coteau à coteau ou de coteau à plaine, et donc donner ce sentiment de vallée. Bon, ben, quand on a le coteau à l'est qui est très urbanisé et à l'ouest une plaine alluviale qui est entièrement noyée sous l'urbanisation, finalement, on ne peut se raccrocher que à ce sentiment d'avoir créé un effet de conque, une vallée légèrement creuse,
et donc à travailler ce gradient, travailler les lisières pour être dans un environnement fermé. Donc ça, c'est important, c'est un invariant programmatique pour le paysagiste. Deuxième invariant, c'est qu'on a une mobilité nord-sud qui est, en fait, a été constatée sur le terrain par nos observations, avec beaucoup de gens qui marchent pour aller de Montgeron au sud vers la gare de Villeneuve-Saint-Georges au nord, puisque c'est pour tous les habitants de Montgeron qui habitent le nord de Montgeron, c'est le chemin le plus rapide vers le RER, plus que la gare de Montgeron au sud. Et enfin, quatrième invariant, c'est traiter les points d'interface qui sont les passages de pont ou les passages sous voie ferrée. Et vous allez voir que c'est un vrai enjeu. Vous avez le carrefour en haut à gauche de la RN6, c'est, comment dire, c'est l'ordre le plus total. Et en fait, tout de suite en dessous, le pont de Villeneuve-Saint-Georges, c'est la photo que vous voyez en haut à droite, eh bien, vous avez ce paysage-là. Et c'est ce fameux paysage peint par les impressionnistes avec les nénuphars, les saules pleureurs. Et on le voit quand même, une répisylve un peu dégradée, hein, qui manque un peu d'épaisseur. On a ces limites de la voie ferrée, ce talus qui est un peu mon côte ouest que sur lequel je vais essayer de me raccrocher. Et puis ce chemin des pêcheurs, qui est notre voie structurante nord-sud, qui est en fait aujourd'hui voilà, une voie résidentielle, que vous voyez là-bas en bas à droite. Eh bien, à droite de l'image, vous avez là les rivières, si, je vous assure. Et à gauche de l'image, de la voie, vous avez la phase 2 du quartier Belle-Place d'Antin, avec quand même, vous le voyez, un fort enjeu lié à la démolition, recomposition spatiale. Vous voyez tous les réseaux aériens, et je vous passe tous les réseaux enterrés. Alors, on a commencé à dire qu'avant de faire tout ça, il y aura des gestions d'attente. Donc, il y a un certain nombre d'actions de préfiguration à faire. On ne va pas tout pouvoir faire les 12 hectares en direct. Donc, on a parlé de maison du projet, on a parlé de square de la participation, on a parlé de copaturage sur les espaces de prairies en friche sur lesquels il y a des espèces invasives. Et donc, on pourrait mettre des chèvres qui sont très efficaces pour faire régresser la renouée du Japon à moindres efforts. On n'est pas obligé de creuser à 1,50 m pour expurger la renouée du Japon. On a parlé, donc vous voyez quelques images ici, avec même des images très provocantes, avec ces vaches. Ce ne sont pas des bisons, je vous assure, ce sont des vaches. On a parlé également de plateformes de valorisation in situ et de gestion des attentes de démolition, avec pourquoi pas mettre en peinture le quartier pour faire accepter les gestions d'attente. La plateforme de valorisation, ça peut être bien sûr la possibilité de faire des aménagements transitoires. Donc en haut à droite, il manque la référence, c'est Bellastock, à la caserne Méliné. Et en bas aussi, sur l'île Saint-Denis, c'est Bellastock pour la plateforme temporaire de réemploi. Il faut comprendre qu'à ce jour, pour les élus du territoire, c'est plutôt des références repoussoires. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est lié comment dire, à l'historique gens du voyage, ferrailleurs du quartier. Et donc, ça renvoie à ça. C'est lié à la crainte du squat. Ça renvoie à ça. Donc, c'est très difficile d'amener les décideurs à ce genre d'alternative. Mais on ne désespère pas, n'est-ce pas, Fanny? On a fait 3 scénarios programmatiques, qui sont très caricaturaux, qui ne sont pas du paysage. C'est des scénarios programmatiques et c'est aussi notre manière de travailler en tant qu'urbaniste paysagiste. Et j'en ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que d'abord, avant de dessiner, on pose les grandes orientations pour dire est-ce qu'on est bien d'accord que l'on va vers là, pour éviter les malentendus. Donc, premier scénario programmatique, le plus évident, hein, c'est celui du cahier des charges, nature préservée, 12 hectares de prairies, d'espaces naturels, ensauvagés, on va dire, avec une présence humaine faible, limitée,
au fait de traverser, on va dire grosso modo, éventuellement de se reposer à 2-3 endroits, d'approcher la rivière. Et donc, c'est volontairement caricatural comme scénario. Et on pointe les avantages et les inconvénients. Ben, c'est qu'en termes d'attractivité, c'est peut-être pas génial. Et qu'en plus, on est quand même dans un bout de ville, dans un entre-ville, et qu'il y a des risques de dégradation, il y a des risques de mésusage, il y aura des charges d'entretien liées à ça. Donc après, on s'est posé la question, traditionnellement, qu'est-ce qui gère les espaces ouverts? Ben, c'est l'agriculture. Je vous passe les images de référence. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui gère les espaces ouverts en milieu inondable. C'est la possibilité de faire des vergers de pommes dans les terrains inondables. C'est la possibilité d'avoir des moutons dans les terrains, dans les prés humides. C'est même la possibilité de faire du maraîchage en période estivale dans les terres inondables. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que l'on ne peut pas pousser ce scénario-là? Et donc, encore une fois, de façon très caricaturale, on propose une ferme urbaine, pourquoi pas un éleveur in situ, une bergerie in situ qui pourra faire de l'éco-pâturage sur l'ensemble des espaces naturels du territoire, de l'EPT, des jardins familiaux, comme ça il y aura une présence, et donc de la covalence, c'est-à-dire la possibilité de faire de la surveillance par les habitants, par l'association, faire la remontée d'informations, par exemple. La possibilité d'un verger partagé ou d'un verger géré par un exploitant qui vendrait à la fois la viande de ses bêtes, mais aussi des fruits ou des produits maraîchers. Et donc, finalement, de se dire, ce n'est pas la collectivité qui gère. La collectivité met en place un cahier des charges et confie à différents acteurs qui en retirent un bénéfice, soit social, soit économique, soit socio-économique, qui en retirent un bénéfice. Or, on est en zone inondable, on est en PPRI, et déjà, pour pouvoir faire une ferme urbaine, il faut la placer en zone U, dans la zone orange. Donc ça, c'est en dehors de périmètre. Donc, sur un secteur qu'on a identifié d'ailleurs comme un secteur qui mériterait une évolution du périmètre. Parce que, vous le voyez, c'est la photo en haut à droite, c'est quand même pas génial comme interface. Donc, on est sur ces sujets-là. Et après, on nous dit, ouais, mais c'est très bien, tout ça, mais quand même, c'est lourd, la gestion, le partenariat, les conventions, vérifier que ça marche, etc. Bon. Mais quand même, pourquoi pas? Donc quelques images de référence pour flatter les imaginaires quand même. On imagine très bien une trentaine de moutons sur les 12 hectares, hein, pâturage extensif. Le berger qui va monter sur le fort de Villeneuve-Saint-Georges, pâturer sous les bois pour le débroussaillage, les pentes raides. Moi, je dis banco. Hein, Au cours de nos entretiens de diagnostic, on nous dit ouais, mais quand même, c'est une population jeune, on a besoin qui bouge. Il y a des associations sportives qui sont très dynamiques. Et donc, on dit bah, pourquoi pas aller vers un scénario sport-nature, en poussant le curseur encore très loin, aire de jeu naturelle pour les tout petits, puisque c'est une population très jeune, terrain et agrès sportifs naturels et parcours santé gérés par les associations, et pourquoi pas même carrément une base de canoë-kayak sur la confluence, puisque c'est déjà des berges maçonnées et c'est déjà un port, en fait, la confluence. Donc, on met des images de référence super sympathiques, comme le stade d'athlétisme à Gérone. Vous connaissez peut-être cette magnifique référence d'un plateau sportif parfaitement intégré dans un contexte boisé, ou d'aire de jeu naturel, etc. On fait une évaluation générale et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bon, bah, c'est très bien, vous avez plein d'idées, elles sont séduisantes, mais la clé de financement, c'est la restauration des zones humides, c'est la nature, et faites donc un espace naturel, parce qu'en plus, nature et culture s'opposent. Il ne faut surtout pas déranger les petits oiseaux, pour parler un peu de façon provocante. Et donc là, je profite que l'épreuve de philosophie du bac va bientôt arriver pour vous soumettre cette citation de Jean-Paul Sartre, qui n'est pas le philosophe qui est le plus apprécié des paysagistes en tant qu'existentialiste. L'homme n'a pas de nature, il n'a qu'une histoire, mais finalement, je l'aime bien. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un paysage de rivière? Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord
un paysage mis en valeur par l'homme pour ses besoins propres. Et donc, on est vraiment là, à l'articulation de la nature et de la culture, c'est-à-dire de cette capacité à cohabiter. Et c'est le paysagiste, urbaniste, qui, à mon sens, est en mesure de faire cette synthèse-là, en poussant les curseurs à chaque fois, et puis en les reculant autant que faire se peut, sans trop reculer. Je vais peut-être passer la parole donc au cluster milieu au sol, qui est au cœur de cette confrontation entre nature et culture, il me semble. Cette transition. Écoutez, bonsoir à tous. Je dispose de combien de temps de présentation? Peut-être un peu moins. On a un petit peu dépassé, mais peut-être Oui, 5-10 minutes, je ne sais pas, selon le besoin. Parce que je peux parler pendant 1 heure aussi. Je sais pas. Bon, on va faire plutôt 10 alors, pour avoir du temps avec le public. Je vais être raisonnable. Donc, je vais juste partager mon document. Donc, je vais essayer d'aller quand même assez vite, parce qu'il est un peu long, mais je vais quand même le présenter assez rapidement. Alors, j'espère que je l'ai bien là. Et Ecopolis, c'est celui-là. Est-ce que vous le voyez bien? La présentation, voilà. Donc voilà, merci en tout cas pour nous laisser la possibilité de présenter donc, le cluster ce soir, donc en lien bien sûr avec le sujet de la soirée. Voilà, donc le cluster est une association loi 1901 donc, qui a été créée assez récemment en 2015, alors principalement par les collectivités voilà, du Val-de-Marne et de la ville de Paris, avec la métropole du Grand Paris qui nous a rejoints. Voilà, donc on a un petit peu un tropisme métropolitain de l'association. Voilà, donc en bas à droite, on retrouve nos financeurs qui sont à la fois des collectivités et à la fois des entreprises. On verra pourquoi tout à l'heure. Et on a également 130 membres, voilà, donc à plus de 100 entreprises. Voilà, donc on est un cluster. Laurent, je crois qu'on ne voit Ouais, pas votre présentation. j'ai l'impression qu'il y a un souci de projection. Ouais. C'est bizarre parce que je vois la présentation de mon côté. Vous avez bien fait écran partagé? Je recommence les manips alors. Je recommence. Écran partagé. Il n'y a pas de souci, hein, pas de stress. Partagé. Ah, c'est Voilà. bon. Ça va être bon là. À partir du début. Donc là, vous voyez l'écran complet. Il faut que je fasse ma manip, c'est ça La manip que vous m'avez montrée tout à l'heure. Voilà. Affichage. Il faut juste que je trouve la barre d'affichage. Elle est cachée derrière quelque chose. Non, c'est paramètres d'affichage et vous basculez, dupliquer. J'ai la barre d'outils qui est devant. Non. Oui, voilà. Paramètres d'affichage, il faut. Juste là, en haut de votre. Juste au-dessus du curseur, à côté. Juste à côté, paramètres d'affichage. Ouais. Non, mais en fait, j'ai la barre qui me. Attendez, parce que j'ai la barre d'outils qui est devant mon truc. Ouais, mais sinon on voit, hein. Ça fonctionne. Hein. J'ai la barre outils qui me cache Ah oui. le haut de l'écran. Juste que je vois bien. Est-ce que je peux déplacer cette barre d'outils? La barre outils, elle est au mauvais endroit et je n'ai pas accès à l'arrière de ce qu'il y a derrière. Donc, attendez, il faut juste que. Attendez, moi je vais le faire. Vous autorisez le partage d'écran. On n'aura pas la dépôt. Voilà, je passe comme ça. Oui, c'est bien, on voit. Je recommence. Du coup, là, justement, j'étais sur la partie de la présentation de l'association avec les financeurs en bas à droite. Voilà, donc je passe. Donc, on va vous faire une présentation rapide de l'association, mais également donc, un retour d'expérience qu'on a pu avoir effectivement avec l'établissement public Orsa. Également, on va vous faire un point sur les défis belges. Voilà, donc on a des expérimentations qui sont en cours actuellement sur la ville d'Orly et bientôt sur Villeneuve-Saint-Georges, en lien avec l'aménagement dont on vient de parler. Donc, en fait, le cluster aujourd'hui, c'est 130 membres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'a pas d'expertise dans l'équipe. Hein, on a quand même un petit peu des notions, on va dire, en toute modestie. Et surtout, on s'appuie bien sûr sur les 700 experts voilà, qui sont répartis dans ces 130 structures. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'un partenaire ou un membre vient nous contacter et nous dit, tiens, sur tel et tel sujet, voilà, je vous cherche un expert.
qu'il soit un entrepreneur, que ce soit un laboratoire de recherche ou une autre collectivité. Donc, on va lui mettre en relation avec un certain nombre d'experts. Donc, à chaque fois qu'on nous demande quelque chose, on fait une liste un petit peu de courses avec 3, 4, voire 10 experts, voilà, pour vraiment permettre à une autre entreprise ou un aménageur ou un architecte ici présent d'avoir de l'expertise. Donc aussi, on a des contacts partenaires qui ne sont pas forcément membres. Là l'écosystème est donc beaucoup plus large, puisqu'on a 3000 contacts partenaires qui sont soit franciliens, soit nationaux. Et on est aussi en relation avec d'autres réseaux européens. Donc on a aussi des contacts avec l'ensemble de l'Europe sur l'expertise dans nos domaines d'intérêt. Je vais revenir après dans nos domaines d'intérêt. On mène comme ça une sollicitation de 260 projets voilà, qui nous ont été soumis depuis 2017. Donc, que ce soit des projets assez techniques ou soit des projets liés à des projets d'aménagement. Et on a aussi l'idée, c'est ça le principe du cluster, c'est de partager des projets. Donc, on a un certain nombre de projets qu'on partage avec les PARORSA et de mettre en mode collaboratif. Donc, l'intelligence collective apportant beaucoup plus de solutions, de richesse dans les projets. De ces différents projets, de ces besoins qui nous sont soumis, on va travailler sur des groupes thématiques. Alors, on va travailler sur la filtration des eaux pluviales, par exemple, dans les sols. On a eu le groupe thématique sur, par exemple, sur les eaux de fraîcheur. Donc, voilà, on a un certain nombre de groupes thématiques sur lesquels on va associer un certain nombre d'experts et de projets voilà, qu'on aura pu identifier avec des retours d'expérience ou des projets nouveaux qu'on va effectivement développer à travers ces groupes thématiques. Également, chaque année, on a une vingtaine d'événements. Donc, depuis 2017, on a à peu près 80 événements qu'on a mis en œuvre. Voilà, donc domaine de la gestion au milieu sol. Je vais préciser tout à l'heure les domaines d'intérêt. Voilà, donc beaucoup de richesses. Donc, à chaque atelier, on est à peu près sous le même principe. Hein. On va faire intervenir des experts et après, on va montrer 3, 4 études de cas ou retours d'expérience et on va ensuite échanger collectivement voilà, sur ces études de cas ou retours d'expérience. Donc, les membres, on vient de les voir passer. Donc, voilà, on retrouve à gauche des acteurs plutôt publics, soit des collectivités ou soit des acteurs de la recherche, également des structures plutôt associatives ou structures publiques comme des aménageurs publics. On va effectivement retrouver ça dans les aménages publics ou des syndicats de gestion de bassins. Également à droite, on va retrouver toutes les entreprises. Donc, ça va des grosses entreprises, voilà, Artesia, Veolia, Suez, GRDF, Vinci. On va trouver les plus grands dans l'acteur de l'environnement, hein, que ce soit pour la partie eau et sol, mais également un certain nombre de petites entreprises voilà, qui sont des startups souvent. Donc, on va beaucoup aider de jeunes entreprises à démarrer dans cette filière au milieu sol, donc à trouver les bons contacts, les bons réseaux, de manière qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent mettre en œuvre leurs innovations. Donc, nos domaines d'intérêt, on va retrouver dans le nom au milieu sol. Donc, on a des secteurs dits stratégiques qui sont la gestion de l'eau. Donc, en milieu urbain, donc, on a vraiment un tropisme métropolitain. Donc, on est vraiment dans cette dimension métropolitaine. Donc, comment gérer l'eau dans son petit cycle, donc l'eau domestique, comment produire de l'eau potable, comment la distribuer, comment ensuite la retraiter une fois qu'elle est usée, pour ensuite la remettre dans le milieu naturel. Donc, on va parler là de grand cycle de l'eau. Donc, ce qui a été évoqué dans l'aménagement de l'Yerre à Villeneuve-Saint-Georges, on est bien sûr dans une grosse partie du grand cycle de l'eau. Donc, à la fois les eaux pluviales et également donc, les eaux superficielles et aussi les eaux de nappe. Voilà, on va vraiment voir l'ensemble du cycle naturel de l'eau. Également, dans cette gestion, on va également parler de gestion des sols. Donc, bien sûr, la gestion des sites et sols pollués. Effectivement, ça, c'est un peu l'élément qui revient bien sûr souvent. Et également, donc, comment refonctionnaliser en fait, un sol, à quoi sert un sol urbain. Donc, dans ces différents services écosystémiques. Donc, on va travailler sur ces aspects-là. Donc, on l'a vu tout à l'heure également dans le projet de renaturation de l'Yerre, l'importance sur des sols. Et une fois qu'on a effectivement retrouvé cette ressource en eau et ces sols de qualité, on peut effectivement envisager une renaturation urbaine, une biodiversité, une qualité des milieux. Voilà, donc on va le lien, bien sûr, va se faire entre milieu, eau et sol. Donc, si on nous parle de milieu, biodiversité, on va dire quid des sols. Est-ce que vous avez un sol de qualité? Si on parle d'agriculture urbaine, est-ce que vous avez des substrats? Est-ce que le sol est de cette bonne qualité pour pouvoir faire une agriculture urbaine? Donc, on va évaluer la qualité des sols, enfin, nos membres, voir quels sont les niveaux de qualification de propriété des sols qu'on va avoir par rapport à un usage particulier qui serait en l'occurrence l'agriculture urbaine. Donc ça, ce sont des domaines sectoriels.
Après, en domaine transversaux, on a des sujets qu'on va retrouver dans l'écologie urbaine. Donc là, par exemple, vous voyez, on n'a pas le champ numérique, de l'énergie, on n'a pas le champ de la qualité de l'air. Voilà, donc ce sont des champs, bien sûr, qu'on va retrouver dans vos projets d'aménagement. Mais par contre, en transversal, on va trouver des notions de numérique, en quoi, effectivement, la révolution numérique, la transition numérique est au service, finalement, de cette transition écologique, et en quoi cette transition numérique va servir, en fait, de cette gestion au milieu sol. Donc, on va avoir des notions de capteurs, de métrologie, d'utilisation de toute l'information, des data management, de logiciels de traitement avec beaucoup d'intelligence artificielle. Donc là, on s'appuie également sur nos compétences du cluster, mais également on est en lien avec d'autres pôles de compétitivité, d'autres clusters, et en particulier le pôle de compétitivité Cap Digital, voilà, qui regroupe aujourd'hui 900 structures dans le domaine du numérique. Donc voilà, on a une convention avec le Cap Digital pour mobiliser ces ressources plutôt logicielles. Et un autre cluster qui s'appelle Réseau Mesure. Donc là, il y a 150 membres vraiment spécialisés dans le domaine des capteurs. Donc on va faire ce lien numérique avec la gestion milieu sol. Également, des sujets qui sont aussi importants. On l'a évoqué tout à l'heure, l'importance du développement économique. Donc, si le cluster existe, c'est avant tout, effectivement, c'est un outil de développement économique pour la collectivité. Alors, on va avoir deux niveaux de développement économique, soit des filières très innovantes. Donc, par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Fluidion, qui a développé des capteurs qui permettent de mesurer en continu la qualité sanitaire des eaux, d'objectifs de baignade. Aujourd'hui, c'est un capteur qui est utilisé par la ville de Paris sur la baignade du bassin de la Villette. Donc voilà, c'est un capteur qui a été développé, qui permet de faire une mesure en continu. Bon, il y aura toujours une mesure en prélèvement laboratoire homologuée par l'ARS, mais qui, quand même, ce dispositif permet de lancer des alertes. Donc le fait que la ville de Paris ait réutilisé cette technologie a fait que l'entreprise a pu exporter son produit à New York sur la baie d'Hudson, puisque là aussi, il y a des volontés de reconquête des milieux pour la baignade urbaine. Voilà, donc, c'est pour vous donner des exemples. Donc, sur l'innovation, mais également se dire que l'eau, les sols et les milieux sont une ressource plus qu'une contrainte pour la ville, puisqu'on parle de l'eau usée, donc effectivement, il faut l'évacuer. Les eaux pluviales, c'est assez contraignant. Vous êtes tous sur des projets d'aménagement, vous voyez bien que la gestion des pluviales, ce n'est pas si simple que ça. Donc, en fait, c'est une contrainte. Et dire de cette contrainte-là, de cette notion un peu de déchet, on va plutôt la revaloriser. Donc, créer une économie de valorisation. Alors, on parle d'économie circulaire, mais bon, quand on récupère l'eau pluviale, est-ce qu'on parle d'économie circulaire? On va plutôt, on ne va pas parler de valorisation, mais voilà, il y a cette notion quand même d'économie circulaire, donc qui va permettre de créer des emplois, souvent sur des organisations qui peuvent être innovantes, mais qui vont plutôt créer d'emplois localement. Voilà, donc on a cette notion d'économie qui est abordée dans la gestion du milieu sol. Vous les retrouvez dans vos projets. Après, un autre élément qui est le propre d'un cluster, alors je n'ai pas précisé, mais on fait partie des 350 clusters français qui ont été créés par la Data à la fin des années 90, sur le modèle un peu italien, sur les districts industriels italiens, ou sur, bien sûr, la Silicon Valley, qui est un petit peu un modèle que la France voulait mettre en œuvre. Donc, les clusters et les pôles de compétitivité ont vraiment structuré les filières innovantes en France, dans tous les domaines. Donc, on va retrouver dans le domaine au milieu sol, quasiment dans chaque région de France, un cluster qui va traiter du sujet. Donc, on est en lien avec ces différents clusters pour justement sourcer un peu nos différentes innovations, et on partage nos innovations. Donc, il y a vraiment ce côté innovation. Alors, l'innovation, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment pour répondre à trois objectifs qui sont l'évolution des besoins, donc des usages qui vont modifier. Donc, les habitants veulent, et les élus, les collectivités, effectivement, veulent modifier un peu les besoins et les usages. Il y a des contraintes nouvelles aussi qui apparaissent, qui sont des contraintes soit liées au changement climatique. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de rendre résilient. Finalement, on parle de résilience. L'innovation va permettre d'anticiper finalement ces changements, de rendre finalement résilient la ville. Donc, l'innovation est importante à cultiver pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Et puis aussi, on l'a vu tout à l'heure, des fois des contradictions d'usage, des conflits d'usage. Donc souvent, dans nos domaines, c'est un conflit d'usage qui peut y avoir sur la partie biodiversité, écologie du milieu et le bien-être et la partie sanitaire, ou un accès finalement de l'espace aux habitants pour qu'ils puissent profiter. C'est le cadre de bien-être et de ressourcement, mais qui veut peut-être antagoniste effectivement par rapport à un milieu qu'on voudrait plutôt riche en biodiversité. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a
parfois des conflits d'usage. Voilà. Et du coup, l'innovation, les échanges aussi qu'on peut avoir au niveau du cluster vont permettre de trouver les bons compromis, un équilibre entre ces différents usages. Voilà un petit peu à la fois des domaines sectoriels plutôt techniques et à la fois des domaines transversaux qui vont être au service finalement de cette écologie urbaine. Et là aussi, on va traiter différentes échelles. Donc, on a une vision à multi-échelle. Donc, effectivement, en tant qu'architecte ou aménageur, vous allez plutôt travailler au niveau du bâtiment ou du quartier. Et on va avoir une vision plus large à l'échelle de la ville, du territoire, du département, de la région. Et comme on a parlé de l'agence de l'eau au Seine-Normandie tout à l'heure, aussi une notion de versant, bassin versant. Voilà, donc l'impact que vous allez avoir sur la gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment va forcément indirectement avoir un impact sur l'ensemble du bassin versant. Donc tout ça, c'est lié, il y a une cohérence ensemble. Voilà, donc on va forcément aussi innover en faisant cette approche multi-acteurs et multi-échelle. Voilà, donc on a des ateliers qui sont fréquents et on a effectivement sur le domaine des berges, puisque c'était le sujet de l'échange aujourd'hui, depuis 2017, on a eu pas mal d'échanges, de moments d'échange sur à la fois là, des aménagements des berges, mais aussi en lien avec la berge, la qualité des milieux aquatiques, 2017-2018. En 2019, on est revenu plutôt focus sur la partie baignade, donc on a eu d'autres moments d'échange sur la baignade, parce que la reconquête des milieux aquatiques et la qualité sanitaire des milieux aquatiques nécessite un certain nombre de travaux ou d'aménagements voilà, sur différents sujets, donc je ne vais pas trop y rentrer, parce que ça, voilà, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés. Ça va du traitement des eaux usées des bateaux logements, en passant par la conformité des branchements. Voilà, c'est des choses que vous voyez en tant qu'architecte, hein, puisque vous avez des mises en conformité qui doivent se faire. Voilà, donc on va retrouver tous ces éléments qui forcément vont avoir un impact sur la qualité du milieu et aussi par rapport à la baignade. Voilà, donc on a travaillé beaucoup sur la partie baignade et on est revenu on revient, c'est la semaine prochaine, donc on refait un atelier sur l'aménagement des berges. En particulier sur la reconquête des zones humides et des zones de biodiversité par rapport en particulier des espaces naturels qui seraient en berge. Donc là, on travaille également avec l'établissement public Orsa sur la partie Seine et sur la partie air qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais également, on est aussi en relation sur l'Oise, sur la Seine aussi à Val, également avec la Marne, avec le syndicat Marne-Vive, voilà, sur les aspects de reconquête aussi de berge, voilà, sur d'autres sites de la métropole. Alors, on a également une thèse en cours qui est encadrée par l'école d'urbanisme de Paris et le Muséum des sciences naturelles, donc sur justement cette notion d'innovation. Donc, on a conscience des enjeux de cette résilience et de l'évolution de la façon d'aménager la ville. Donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper ces futurs aménagements. Donc là, on a un travail de thèse. Et surtout, l'objectif de la thèse, c'est d'observer finalement les projets qui nous semblent les plus vertueux, les plus innovants finalement sur cette gestion milieu-sol. Donc, on a identifié à la fois des projets qui sont terminés, des projets qui sont en cours, et voir comment finalement ces innovations, comment ces changements s'opèrent dans le projet d'aménagement, associant à la fois les différentes parties prenantes, que sont effectivement les entreprises d'un côté, les architectes, les aménageurs, les collectivités, mais aussi la place de l'habitant, en particulier les démarches participatives, voilà comment faire en sorte que l'habitant soit un peu concepteur de son aménagement et comment le préparer finalement à être finalement suffisamment sachant pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée en termes de conception. Si on parle de biodiversité, est-ce que finalement on n'aura pas intérêt de faire des sessions, des séances participatives par exemple, donc la mise en mission naturelle, pour finalement sensibiliser finalement l'habitant sur cette biodiversité, pour pouvoir ensuite qu'il puisse à la fois être contributeur, acteur, et puis aussi l'animateur de son espace une fois qu'il sera dans le quartier. Donc, ça, c'est un atelier qu'on a eu en début d'année. Donc, on a comparé en fait 4 projets d'aménagement. Donc, il y avait Valofis, Mémoire, SADEV, le BT Grand SNVR et j'en ai oublié un autre, et par ça, avec Archipublic. Donc, on a eu 4 démarches participatives voilà, qui impliquaient relativement en amont l'habitant dans la conception du quartier. Et du coup, on a fait un benchmark, on a comparé les 4 méthodes. Chacun a un peu sa propre méthode, mais là, on a fait des éléments de comparaison. Donc, on a enrichi finalement collectivement en fait, cette approche par démarche participative. Donc, ça a été là, au mois de mars. Également, le 27 février, on avait un atelier surtout sur les espaces naturels. Donc, on avait remis un petit peu en avant l'aménagement de l'IR à Villeneuve-Saint-Georges.
Donc là, on a aussi, donc c'est souvent des ateliers qui nous permettent d'échanger avec des experts. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur des études de cas. Donc on avait présenté le projet d'hier en études de cas. Donc il y a eu pas mal d'échanges, d'éléments qui ont contribué aussi à faire évoluer le projet. Voilà, donc ça, c'était le 27 février. Voilà un petit peu sur la partie héberge. Alors, ça, la méthode écosystème, elle est assez large, puisqu'on va s'intéresser à la fois à l'innovation, on l'a vu, mais à la fois au modèle de gouvernance. Donc, l'école d'urbanisme de Paris a beaucoup travaillé sur les modèles de gouvernance de projets d'aménagement. Donc, comment ces modèles de gouvernance, ça, c'est un invariant, c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre des modèles de gouvernance actuels, comment les projets d'aménagement sont pilotés finalement par les maîtrises d'ouvrage, et voir si effectivement cette façon de piloter va faciliter ou non, ou quels sont les effets de levier de l'innovation dans les projets d'aménagement. Et également des aspects plutôt de conduite de projet, donc sur les méthodes de conduite de projet voilà, qui vont faciliter l'innovation. Voilà, donc on est à la fois sur l'aspect innovation technique, bon, qui est assez naturellement, mais aussi l'innovation d'organisation et des innovations d'usage. Alors, on a lancé avec les PAORSA, donc suite à l'étude Berge qui a été réalisée par les PAORSA, mais aussi des différentes études qui ont été menées en particulier par le Val-de-Marne, donc depuis plus de 10 ans maintenant, hein, donc là, c'est de reconquête des berges. Donc on est parti un peu de différentes études, des projets d'aménagement en cours aussi, pour se dire voilà, comment on peut innover sur ces aménagements de berges. Donc en fait, on a lancé assez classiquement, on a lancé finalement des défis d'innovation. Donc c'est la première édition cette année, donc on va faire sur 3 années des défis d'innovation. Donc l'objectif de ces défis d'innovation, c'est d'aspirer à nouveau les futurs aménagements, donc de prendre connaissance de différentes innovations qui vont permettre de trouver peut-être des solutions optimum d'aménagement de ces berges, de renforcer la qualité et la biodiversité des milieux et des berges, donc la qualité en particulier des physico-chimiques et microbiennes des milieux, favoriser le développement d'emplois et d'innovation locale ou d'innovation d'entreprise, et également favoriser la filière au milieu sol qui se construit en Île-de-France. Donc un petit peu l'objectif de ces défis. Donc on a 3 années de défis, 2021, 2022, 2023. À chaque fois, sur chaque défi, on va avoir 3 lauréats qui sont retenus. Donc il y a un petit peu un côté financier qui est mis en plus, qui permet de financer ces expérimentations. Et les zones d'expérimentation, on les a retenues sur 2021 sur 5 zones d'expérimentation sur les berges d'Orly, qui sont des berges en espace naturel sensible. Et l'expérimentation est un côté réversible. Donc, au bout de 24 mois, on restitue en fait l'espace tel qu'il était à l'origine, surtout dans l'espace naturel sensible. On ne veut pas avoir d'impact trop fort sur le milieu. Mais l'innovation et l'expérimentation permet quand même d'avancer sur des sujets qui ne seraient peut-être pas pris en compte si on n'était pas passé par cette phase d'expérimentation. L'intérêt pour l'entreprise, c'est d'avoir un lieu d'expérimentation. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui sont innovantes. On a vu énormément de ressources, en Île-de-France en particulier. Donc, ce n'est pas facile pour ces entreprises d'avoir un lieu d'expérimentation. Un petit financement qui n'est pas négligeable. Une mobilisation de l'ensemble des partenaires, parce qu'on le verra après, pour expérimenter. Dès qu'on touche à une berge, il y a beaucoup d'institutions publiques. On le citerai tout à l'heure. Donc, voilà, donc comment les mobiliser sur des projets communs, ce qui n'est pas si simple que ça. Et également de communiquer sur ces projets. Donc voilà, si on prend les berges, donc on a identifié sur un aménagement d'une berge d'un espace naturel sensible, voilà 5 besoins qui recouvrent également des domaines réglementaires. Donc ils sont à la fois le bien-être, les espaces de loisirs qu'on voudrait bien avoir en berge, bien sûr améliorer la biodiversité, également améliorer la résilience du milieu, donc sur les risques d'inondation qui ont été évoqués tout à l'heure, mais aussi des notions d'érosion, parce qu'on est sur des berges naturelles, donc il y a des problèmes d'érosion de berges. Voilà, c'est un élément naturel, mais comment est-ce qu'on peut anticiper, réduire cette forme d'érosion. Également, toutes les formes de pollution, qui sont les pollutions à la fois de sol et puis de milieu aquatique. Donc, comment rendre résilient ce milieu à toutes ces contraintes, à tous ces risques qui peuvent apparaître sur une berge. Réduire les pollutions, donc que ce soit les pollutions de type microbienne, les pollutions de type physico-chimique, à la fois des ça va du micropolluant jusqu'aux macrodéchets. Donc là, on a beaucoup de déchets qui s'échouent, de macrodéchets qui vont s'échouer sur les berges. Donc on a pas mal de laboratoires d'experts, d'entreprises qui travaillent sur en fait la collecte, le monitoring aussi de ces macrodéchets. Donc on a la chance aussi avec l'UPEC, Paris secrétaire, d'avoir
un expert vraiment sur la diffusion des macrodéchets. Donc, on va effectivement réduire ces aspects de macrodéchets. Également, l'amélioration, bien sûr, de la qualité paysagère, qui a été largement évoquée tout à l'heure, et aussi comme on est sur du mobilier urbain, qui va s'intégrer finalement sur ces berges, également un aspect de design. On voit un petit peu les besoins qui sont identifiés et qui vont être pondérés dans la notation des jurys. Pour faire une pondération, on voit bien que les besoins vont varier en pondération suivant la berge qu'on va traiter. Et cette année, en fait, on a traité sur 5 types de zones de berges. Donc, on n'a pas traité la berge naturelle, parce qu'actuellement, il y a un diagnostic qui est fait par le département. Justement, on ne voulait pas perturber le diagnostic, l'inventaire de biodiversité qui se fait sur la berge naturelle. Du coup, on n'a pas touché directement la berge naturelle, donc on a plutôt travaillé ce qu'on appelle sur l'arrière-berge, voilà, qui a un accès loisir et qui est en lien aussi avec la voie cyclable. Donc là, on a travaillé sur l'arrière-berge de l'espace naturel. Il y a aussi une partie portuaire voilà, qui est gérée par un repas, donc aussi qui couple en fait l'espace naturel. Donc comment traiter les eaux pluviales effectivement sur cette plateforme portuaire qui est imperméable. Également voir comment cette façon de traiter finalement les eaux pluviales permet également par infiltration aussi de créer une continuité écologique, de pouvoir à la fois un système d'infiltration qui assure en même temps une continuité écologique. Donc on avait un double enjeu par rapport au traitement de cette arrière-berge du port. Donc, également sur la partie berge minérale. Donc ça c'est une grosse partie du linéaire des berges. Comment retravailler ces berges de manière à qu'elles soient un peu moins minérales, plus paysagères. Donc là aussi, on a également eu quelques candidats de projet. Donc ça, la renaturation, le travail paysager des berges minérales, on va le retrouver l'année prochaine puisqu'on reviendra sur Villeneuve-Saint-Georges. Là, on est vraiment sur des berges très minérales après au niveau de la confluence. Donc, on reviendra sur ce traitement des berges minérales. Donc là, on est ouvert à tout type d'entreprise qui souhaiterait bien sûr candidater. Et également, sur ces espaces naturels, on a retrouvé aussi des zones humides. Donc là, on ne touchait pas non plus à la biodiversité des zones humides, mais on a voulu quand même comprendre. Il y avait un problème de compréhension des hydrauliques, du fonctionnement d'une zone humide, ce qui n'est pas si simple, parce qu'il y a à la fois des nappes affleurantes, des communications avec l'eau de la Seine, également des eaux pluviales qui vont converger à ce niveau de la zone humide. Donc, on voulait vraiment comprendre le fonctionnement hydraulique avec un capteur. Donc là, il y a un candidat qui nous a présenté un capteur voilà, qui permet de vraiment bien identifier sous différents flux. Voilà, donc ça, c'était la zone 4. Et puis après, la partie milieu aquatique. Comment requalifier ce milieu aquatique, sachant que, et ça, on va le retrouver dans toutes les berges, c'est qu'on a des exutoires en fait, d'eau pluviale. Donc comment réduire en fait, la pollution qui va sortir de ces exutoires. Donc, on n'y peut rien. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, même si c'est des eaux pluviales, soit il y a des bons branchements, mais il y a l'eau de ruissellement de la ville qui draine énormément de polluants. Voilà, je ne vais pas vous faire une photographie, mais voilà. Et puis après, vous avez tous les macro-déchets, hein, tout ce qu'on rejette sur la rue, c'est emporté par le ruissellement et ça se retrouve dans le milieu aquatique. Et en général, ça s'échoue rapidement. Donc, en plein milieu d'une zone espace naturel, on va avoir, il y a continuellement plein de plastique, plein de macro-déchets. Voilà, donc comment réduire finalement la sortie de ces macro-déchets au niveau de l'exutoire. Donc là, on a aussi eu des belles innovations qui nous ont été présentées, qui sont des choses assez classiques aussi. Mais là, on a plutôt retenu des choses assez innovantes, voilà, qui permettent comme une relative transparence hydraulique en fait, de l'exutoire. Voilà, donc vous aurez ce problème-là aussi sur les aménagements de berges, sur en particulier ces histoires de macro-déchets. Voilà, donc ça, c'était la zone 5. Donc on verra d'autres formes de... Vous voyez, on découpe la berge en différentes zones. Et sur chaque zone, on va solliciter des innovations. Donc, les innovations sont intéressantes, ce n'est pas des innovations ex nihilo, elles sont vraiment ancrées sur des typologies de berges et sur des vraies berges en fait, de cette zone. Donc, vous serez, les lauréats sont présentés donc, à notre atelier berge du 10 juin. Et puis, vous aurez l'occasion sur les lauréats de voir des expérimentations dans les années à venir. Merci Laurent. Est-ce que vous pouvez du coup nous mettre les lauréats dans le chat? Alors, les lauréats, La liste, l'info sur le 10 juin. Je vais être obligé de Oui. Il ne reste plus beaucoup de temps pour un peu d'échange avec le public. Voilà. Mais... Je vous ai mis l'invitation, c'est ici. Donc, les lauréats sont présentés le 10 juin. Voilà.
D'accord. Ok. Si vous pouvez copier le lien dans l'onglet converser, comme ça notre public pourra éventuellement. Charlotte, est-ce qu'on peut donner la parole? Il y avait quelques questions. Il y a Marianne, Castiane, Marianne qui Cassiane. avait une question, pardon, et qui était un peu répondante à la question de Noro Ravoie-Vailly. Alors, Alors, je sais pas. Cassiane n'a pas de micro qui fonctionne, donc je vais poser la question pour elle. Elle posait la question de comment pensez-vous concerter en dehors de l'information? Donc, Bruno. Eh bien, bonne question. C'est en cours de discussion avec la ville notamment. Je ne sais pas où en sont les discussions, mais je peux vous dire ce que nous avons proposé à l'EPA Orsa, qui s'en est fait ensuite le relais. Nous avons l'habitude chez Champs Libres d'organiser le processus de concertation de façon, on va dire, alternative. Ah, mais je vois que Fanny est toujours connectée. Alors, j'ai 1 minute 30 car l'alarme de Grand Paris Aménagement va se Oui. déclencher. On a eu un premier sursaut là, donc il faut vraiment que je quitte mes locaux. Donc, je vais faire très vite et puis je laisserai après Bruno prendre la parole. Hein, je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de la concertation, donc Bruno l'évoquait, c'est pas une démarche facile. Hein. L'idée, évidemment, c'est d'être au-delà de la simple information. Je le disais, il y a plusieurs niveaux de concertation. Je pense que nous, notre première entrée... Ah, ça va se déclencher. Nous, notre première entrée en tant que PA Orsa, c'est d'une part d'avoir une concertation de proximité auprès des habitants et donc d'avoir tout un travail d'enquête sociale qui a été engagé sur la phase 1 de l'opération qui permet aussi d'accompagner les habitants dans leur relogement, dans leur demande en logement social, etc. Donc ça, c'est une démarche de concertation de proximité et finalement de travail auprès des habitants qui ne le seront plus à terme. Et puis d'avoir une démarche de concertation un peu plus large à l'échelle de la collectivité dans son ensemble. Sur ce, je vous quitte, car sinon, l'alarme va se déclencher. Donc, de toute façon, je ne pourrai plus parler, car elle est extrêmement forte. Merci, je suis Fanny. désolée, toutes mes excuses. Et Merci beaucoup pour votre à disponibilité. bientôt. Merci. Au revoir, Fanny. Au revoir. Et donc, pour le deuxième volet, donc on va proposer, comme on a l'habitude de faire, une clé d'entrée événement festif, comme une kermesse au bord de la rivière, avec des ateliers tout au long de 1,3 km, des ateliers de découverte pour les petits-enfants, des ateliers de découverte pour les adultes, des manipulations, etc., où en fait, ce qui compte, c'est d'abord de partager. Et puis, secondairement, quand une fois on a fait le pont avec les habitants, c'est-à-dire qu'on a créé un lien, qu'on essaye d'ailleurs généralement de faire des liens individuels dans la relation au moment du jeu, etc. Et bien, une fois qu'on a fait le lien, on est en capacité de recueillir les attentes, d'écouter, d'entendre, en fait. Parce que l'expérience montre que les réunions de concertation en mode descendant fonctionne assez mal quand même. C'est pas le plus opératoire. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Laurence, tu as des questions, des remarques? J'ai pas proprement de questions. J'ai trouvé le sujet et l'intervention très intéressante. Enfin, le fait qu'il y ait en fait 3 acteurs réunis et du coup sur un sujet complexe comme celui-ci qui est un projet de long cours, on va dire. En fait, c'était très intéressant en fait de voir les problèmes en fait qui pouvaient émerger en cours de route et la complexité en fait du fait effectivement des habitants et aussi de la diversité en fait des problèmes en fait qui peuvent effectivement se juxtaposer voire même se contredire et donc du coup en fait effectivement d'arriver à trouver la bonne orientation, en direction. J'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai pas proprement de questions. C'est peut-être quelque chose encore à suivre, puisque en fait, vous en êtes quand même, vous êtes en cours de projet.
Enfin, si j'ai une question, c'est en fait, du coup, quels sont les délais, en fait? Quand est-ce que vous escomptez arriver à avoir qu'on puisse voir ça du Alors, début? alors j'ai le nous avons le souhait, les PA Orsa et moi, qu'à la fin du mois de septembre, le plan guide d'aménagement soit achevé, les prescriptions, toutes les cahiers de prescription et les principes d'aménagement soient terminés et prêts à être partagés en comité de pilotage. Mais on a encore 3 étapes principales à franchir. La première, c'est qu'on a un comité technique avec l'ensemble des partenaires qui doivent valider les grands principes d'aménagement. Et on a notamment un sujet autour de l'effacement du seuil du moulin. Vous avez compris que les moulins, c'est un sujet. On a un deuxième sujet, c'est-à-dire que pour en fait, effacer le seuil du moulin, en réalité, c'est le nœud gordien du projet, puisqu'il y a, si on fait que enlever les seuils du moulin, alors on atteint le haut paysage du moulin. Et en plus, on n'est pas très bon sur la performance écologique. Si on déplace la rivière un peu à l'est, on n'est pas très bon sur si on déplace la rivière complètement à l'ouest, on est très bon sur la quantité écologique, mais on tape dans les arbres et on tape dans un habitat qui est un des derniers, qui est un peu intéressant. Donc en fait, c'est l'évaluation multicritère qu'il faut mettre en œuvre, et on est au cœur de la démarche éviter, réduire et compenser, enfin de la démarche d'évaluation environnementale. Est-ce que la perte d'aujourd'hui est acceptable au regard du gain que l'on aura demain? Voilà. Donc c'est vraiment des sujets complexes. Donc on a ce premier écueil-là. Un deuxième écueil, c'est la disponibilité des études techniques, parce qu'elles étaient trop faibles en précision pour pouvoir faire en sorte que notre travail préopérationnel soit satisfaisant. Et donc le troisième écueil, après, c'est le comité de pilotage, mais normalement, si on a bien préparé les choses, ce ne sera pas un écueil. J'avais une précision à vous demander quand on fait comme ça des rachats fonciers en vue d'une renaturation, donc qui va à terme quand même valoriser les paysages et les environs. Comment est-ce qu'on anticipe le fait qu'il va y avoir une prise de valeur foncière des biens qui n'auront pas été concernés? Comment on fait une péréquation, un équilibre? Non, alors en fait, j'ai posé la question au début. J'ai identifié les fonciers mutables. C'était pas dans ma mission de base, mais j'ai quand même regardé. C'était dit que quand même, en tant qu'urbaniste, ça me posait cette question-là. Et en fait, la réponse qui m'a été faite, c'est on ne peut pas faire une opération d'aménagement d'ensemble parce qu'il n'y a pas de charge foncière à Villiers-le-Bel. Ça se vend 270 € le mètre carré. Il n'y a pas aujourd'hui, même pas les bailleurs sociaux sont prêts à venir parce qu'il y a trop de logements sociaux. Et donc, à minima, on a essayé de sensibiliser la ville sur le fait qu'il fallait mettre en place une opération programmée d'amélioration d'habitat, de rénovation urbaine, avec un encadrement du foncier, avec un droit de préemption urbain renforcé, de manière à pouvoir quand même essayer de se verrouiller quelques fonciers un peu stratégiques, enfin qu'il y ait une stratégie urbaine. Voilà. Cette stratégie urbaine, elle ne peut être portée aujourd'hui que par le public, en prévision demain d'une valorisation par le privé. Mais c'est complexe, hein. C'est un sujet complexe. Il y a une grosse friche, une grosse carrosserie qui, alors lui, le monsieur, il attend que ça. Il fait l'objet simplement d'une orientation d'aménagement au PLU qui mériterait une vraie FESA approfondie pour pouvoir la traduire en OAP un peu solide, quoi. Voilà. Okay. Mais c'est des sujets qui sont hors de portée de l'ingénierie de ce type de territoire.
Et je me demandais également comment vous faites pour faire votre sourcing, entre guillemets, quand vous avez parlé tout à l'heure de pistes où on pouvait, par exemple, faire de l'agriculture urbaine avec soit des jardins familiaux, soit des systèmes de fermes urbaines où on proposerait à des acteurs de venir s'implanter. Comment est-ce qu'en amont, vous identifiez des acteurs qui seraient susceptibles de venir? Comment on travaille ces questions-là, en fait? Alors déjà, on a 20 ans d'expérience en programmation d'aménités paysagères et de programmation urbaine. Au sein de l'équipe, on a un technicien agricole qui sait faire du montage de projets agricoles en esquisse programmatique. On a une première défaisabilité. Ensuite, on a une bonne connaissance des acteurs d'Île-de-France. Et puis, il y a des portes d'entrée. Vous appelez le groupement des agriculteurs biologiques, vous appelez vos copains éco-bergers du nord de Paris, vous leur dites il y a des bergers urbains dans le sud. Ben non, il n'y en a pas. Donc on voit bien que ça manque. Quand on discute en entretien avec les gestionnaires d'espaces naturels, ils nous disent bien qu'au mieux, ce qu'ils savent faire, c'est passer une convention avec un propriétaire de chevaux pour entretenir quelques milliers de mètres carrés d'un espace naturel sensible. Donc, il y a un vide. Il y a un vide de service. Donc, en fait, c'est en tirant les ficelles et en essayant d'identifier les besoins non satisfaits sur le territoire. Bien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. On a un peu débordé l'horaire, donc du coup, je sais, Il y a encore Laurence. 25 personnes. Hein. Oui, mais quand même. Plus les rediffusions en replay sur notre site. On va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, surtout je vais vous remercier pour vos disponibilités, pour vos interventions, parce que c'était vraiment hyper intéressant. On se retrouvera, Bruno, a priori pour la prochaine, le 28 juin, en compagnie de Philippe Renoir de l'agence Sera. Donc prochain RSD le 28 juin. Merci Laurent également pour votre présentation un peu au pied levé, puisque Bilena était finalement pas disponible. Voilà. Donc ça sera en replay sur le site. On se retrouve donc le 28 juin. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et